Chères consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui dans une séance exceptionnelle et qui sera certainement passionnante pour la présentation du livre « Le monde arabe et la Seconde Guerre mondiale » qui est publié cette année aux éditions Hémisphère. Avant de donner la parole aux orateurs, je vais donner la parole à notre secrétaire perpétuel pour les consignes habituelles. Merci, Monsieur le Président. Je voulais vous dire combien je suis heureux d'accueillir ici la famille David, dont je sais qu'elle sera encore plus nombreuse en visioconférence. C'est un très grand honneur pour nous, compte tenu de toute l'amitié que nous avons pour Pondichéry, en direction de laquelle nous songeons à faire un déplacement, nonobstant les temps difficiles. Je voudrais dire aussi combien nous sommes heureux d'accueillir Pierre Vermeuren et Julie Dandurin, en excusant Alia Aglan, le troisième auteur. Nous allons avoir une présentation du monde arabe et de la Seconde Guerre mondiale en 2 tomes, et comme nous n'avons pas pu organiser une séance de dédicace et de vente de livres, je vous indique que si jamais vous souhaitez acquérir le livre, eh bien, vous vous signalez auprès du secrétariat de l'Académie, vous le faites et nous pourrons avoir très vite ce livre puisqu'il est d'ores et déjà disponible. Voilà, je voulais maintenant dire à Madame de Souche combien nous attendons son hommage, parce que c'est un grand juriste que nous allons honorer maintenant à travers le discours que vous allez faire en son hommage. Merci beaucoup. J'ai donc, chère Christine, l'honneur de vous inviter à prendre la parole pour prononcer l'hommage de notre confrère. Monsieur le Président, Monsieur le secrétaire perpétuel, chères consoeurs et chers confrères, Mesdames et Messieurs les membres de la famille de notre regretté confrère Amoussa, ses proches et ses amis, distingués invités. C'est avec un sentiment tout à la fois d'émotion, de considération et de détermination que j'ai l'honneur de prononcer les mots qui suivent en hommage à notre confrère Anoussami David, membre associé de notre compagnie depuis 2006, dont j'ai appris le décès, intervenu à l'âge de 98 ans, le 17 janvier 2026, par sa fille Yamouna David Gambier, une de mes chères collègues. Ceci a pu justifier de me confier le présent exercice que bien d'autres que moi auraient eu indéniablement plus de vertu à mener. Avec Yamouna, qui doit nous écouter, ou en tous les cas j'espère qu'elle nous voit, et j'espère que nous l'entendrons, avocate et professeure de droit, nous siégeons en effet au sein du comité directeur de l'Institut international de droit et d'inspiration française, oui, vous voyez, je mélange, créé en 2004 par Alain Planté, alors conseiller d'État, et dont faisait partie activement le défunt, et dont Yamouna dirige non moins activement aujourd'hui la section Inde. C'est vers elle que je me suis tourné essentiellement pour essayer de mieux appréhender le fil d'une vie inspirante, et je la remercie pour sa confiance. L'Académie des sciences d'outre-mer a déjà rappelé l'essentiel d'une carrière exemplaire, de juge et d'enseignant tout à la fois, à une période charnière de l'histoire tumultueuse et passionnante avec laquelle j'ai, grâce à cet hommage renoué, de l'Inde et du territoire de Pondichéry, établissement français lors de la naissance en 1927 de notre confrère et qui ne rejoindra l'Union indienne qu'en 1954. Anoussami David aura su ainsi, grâce à ses qualités exceptionnelles de juriste d'envergure, pénétré de culture, pour lui droit et culture ne pouvaient aller l'un sans l'autre,
d'humanistes et de pédagogues, faciliter ces successives transitions complexes de statut et de langue entre droit traditionnel et droit français, puis droit anglais, devenant ainsi, de par ses qualités, notamment de passeur entre les systèmes juridiques, entre les mondes, dirais-je, plus qu'un décrypteur et accompagnateur de l'histoire, un de ces véritables acteurs au service de la paix par le droit. C'est d'ailleurs ce que retiendra et tiendra à mettre en exergue Jean Poirier, un de nos confrères, bien sûr, dans le discours d'installation de notre confrère dans notre compagnie. Je cite, s'adressant à M. David. Vous avez eu le grand mérite d'assurer la transition du service judiciaire de Pondichéry, du système français au système anglo-indien, que vous avez dû apprendre, et cela du jour au lendemain, dans l'exercice de vos fonctions. Il fallait en plus régler de nombreux conflits de loi, et face à des difficultés d'application, par exemple, donner effet à certaines dispositions du Code civil indien. Auteur d'une littérature abondante, écrite en tamoul, français ou anglais, mais toujours en langage clair et intelligible, et considéré comme majeur tant en droit qu'en histoire et en culture indienne, tel qu'en témoignent notamment un certain nombre d'ouvrages, notamment les suivants, Le droit indien en marche, L'intermède français en Inde, Secousse politique et mutation juridique, que je vous recommande à tous, puisque j'ai pu avoir le plaisir de le lire, La culture tamoule, Manuel de droit indien, Les Français en Inde, Décolonisation maîtrisée, ainsi que les grands pédagogues de l'Inde contemporaine, il n'aura de cesse d'aider à mettre à la portée de chacun l'histoire commune et le droit des autres. Son étude sur The French Legal System, par exemple, est devenue iconique. Les avocats ont demandé récemment, avec détermination, sa réédition. Je ne puis à cet égard résister au plaisir de vous lire la conclusion d'un de ces articles, retrouvé dans les archives de notre maison, dans laquelle, présentant avec humour le texte épique du journal d'Ananda Ranga Poulet, je ne sais pas si je prononce bien, témoignage sur la présence française en Inde de 1736 à 1761. Le témoignage de ce journal, je cite, c'est M. David qui parle, s'avère être au surplus un documentaire détaillé et passionné de cette rencontre entre Français et Indiens. Français et Indiens, lancés à l'improviste dans une aventure sans précédent, pris dans un tourbillon de forces déchaînées ailleurs, réagissent les uns aux autres comme ils peuvent, révélant le pire et le meilleur d'eux-mêmes. Le journal, c'est cette épopée-là. Né dans une famille tamoule catholique, à Pondichéry, et formé au petit séminaire de la même ville, où s'est scellé son destin, notre confrère poursuit des études de droit à la faculté de droit locale, où il obtient une licence en droit en 1953. Puis il se rend en France pour préparer une thèse qu'il soutiendra à l'université de Montpellier en 1955, après avoir étudié à Aix-en-Provence, Paris, Genève, Lausanne et Londres, et passé dans le même temps une licence en lettres. Ce brassage culturel initial, puis cette ouverture pluridisciplinaire et internationale, marqueront durablement sa pensée, imprégnée des traditions juridiques indiennes et françaises, toutes deux, comme il le soulignait, de droit écrit. Rentré en Inde, il est nommé directeur de l'instruction publique, et tout en professant des cours à la faculté de droit, préside diverses chambres et devient premier président de la Cour du territoire de l'Union de Pondichéry. Il est ensuite appelé à rejoindre la Haute Cour de Madras, dont il devient magistrat en 1984, pour être élevé à la fonction de vice-président du Législatif central de 1989 à 1992. Magistrat réputé pour ses analyses et apprécié, parfois redouté, pour son indépendance d'esprit, j'ai lu qu'il a été l'auteur de nombreuses jurisprudences qui ont fait date. Après sa retraite, il est chargé par l'Union indienne de diriger des commissions sur des sujets sensibles. Commission d'enquête, par exemple, important pour la nation, sur le système de discrimination positive, et également de présider le Forum des consommateurs, nouvellement créé. Il consacre aussi toutes ces années de plus grande liberté aux nombreuses conférences et activités académiques qu'il dispense dans le monde entier. Émotion, disais-je, car celui qui nous a quittés laisse un grand vide autour de lui. Familial, il était l'époux aimant de sa femme Georgette,
française, rencontrée pendant ses études en France, professeure elle-même de français et d'espagnol, et qui avait adopté Pondichéry. Je me permets de l'embrasser dans cet hommage, en lui présentant mes sincères condoléances, car c'est ensemble qu'ils ont cheminé durant toute une vie, en partageant une même vision du monde, fondée sur l'humanisme, l'éthique et l'éducation pour la dignité et le bien-être de toute personne, comme se voulait d'y concourir l'Observatoire international du bonheur, dont Anousami David, notre confrère, a présidé le conseil scientifique. Il était aussi le père attentif de 4 enfants et d'une grande famille dont nous avons ici de nombreux représentants, et notamment sa fille, que je salue, Sandra. Je les salue tous chaleureusement, ainsi que tous les autres membres de sa famille, ses proches, ses disciples, qui ont fait le déplacement jusqu'à la rue La Pérouse, ou alors, comme peut-être d'autres, Yamuna peut-être, participent de ce recueillement par visioconférence. Toutes et tous soudés autour des valeurs que notre confrère aura eu à cœur de vivre avec eux et de leur transmettre. Fermeté dans ses principes, exigence et rigueur, mais aussi tolérance, liberté de penser, choix de la simplicité, de la sobriété dans sa vie professionnelle comme dans la vie de tous les jours, dans ses vêtements comme dans ses moyens de transport. On m'a dit qu'il allait au tribunal à vélo, ce qui ne manquait pas de susciter, j'allais dire, beaucoup d'émotions dans la ville. Loin tout cela de toute manifestation ostentatoire. Mais regret aussi ne pas avoir eu la chance de le rencontrer personnellement. Son retrait volontaire progressif des multiples cénacles internationaux auxquels il appartenait, tels l'IDEF que j'ai cité, la Société de droit comparé, l'Académie des sciences d'outre-mer, ayant en partie coïncidé avec la date de ma propre élection dans notre formation en 2007. Cette distance que pallient aujourd'hui facilement les technologies avancées, constituant alors un véritable frein aux échanges. Regret aussi pour le temps qui a manqué pour que l'Académie des sciences d'outre-mer profite pleinement de son expérience unique et de sa science, couvrant tout autant le droit indien, porté par ses soins dans ses différentes dimensions à la connaissance du monde, que les droits comparés, ou bien la civilisation tamoule, qu'il s'attachera à explorer, jusqu'à récemment, dans une trilogie dédicacée à ses petits-enfants établis en France, les contes et légendes de l'Inde, afin de les aider à maintenir le nécessaire lien avec leurs racines. Nul doute qu'il aurait su en effet éclairer en profondeur nos analyses sur les ressorts de cette partie du monde, presque un continent à elle seule, au positionnement stratégique original et aujourd'hui très courtisé, mais qui reste empreinte de mystère, fidèle à ses traditions dans l'innovation et la modernité. À un moment qui plus est de mutations profondes et rapides des sociétés et de l'ordre international, appelant un effort accru de compréhension loin des idées convenues. Il convient de reconnaître malheureusement que c'est le lot de nombre de nos membres associés d'être restés trop longtemps dans l'ombre, éloignés ou même coupés de nos activités, alors qu'ils sont censés nous apporter la lumière de leur savoir, nimbés d'un autre regard dans la réciprocité. C'est ce que notre confrère, m'a-t-on dit, apprécié. Et à l'Académie, c'est la devise de cette dernière, selon laquelle, pour aimer, il faut d'abord savoir, comprendre et respecter. Aussi avons-nous récemment décidé de réouvrir le dossier des membres associés, déjà largement remis en valeur par l'installation en 2025 en cette qualité de 2 éminentes personnalités, Jean-Louis Roy, ancien secrétaire général de l'Agence intergouvernementale de la francophonie, puis en décembre dernier, Sa Majesté le roi du Cambodge. Il a été ainsi décidé de pourvoir encore un certain nombre de sièges de ce collège, avec la ferme volonté de le solliciter et de le mobiliser plus systématiquement dorénavant autour du dialogue des cultures et de causes communes prioritaires. Notre confrère nous conforte dans cette démarche. Considération ensuite pour le magistrat respecté, l'enseignant écouté qu'il fut, certes, mais aussi pour l'homme d'action, tout comme pour l'autorité intellectuelle et morale que notre confrère Anousami David a représenté et qui a été salué lors de nombreuses manifestations organisées en son honneur. Le petit journal de Bombay écrira dans ce sens peu après son décès. Anousami David a traversé près d'un siècle d'histoire indienne et franco-indienne, en y inscrivant une œuvre intellectuelle, judiciaire et humaine d'une rare densité. Magistrat éminent, pédagogue passionné, écrivain infatigable et acteur engagé dans la vie civique, il était l'une des grandes figures
morales et intellectuelles de Pondichéry. Bâtisseur en effet, il aura été à l'origine de la création de la faculté de droit de Pondichéry et a participé à la refonte du curriculum juridique national. En France, il s'est investi dans la création de l'Institut d'études avancées de Nantes, aux côtés notamment du juriste Alain Supiot. Puisant sa force dans l'harmonie sociale que procure la multiculturalité, il s'engage auprès de ses concitoyens en fondant de nombreuses associations. Association de parents d'élèves du lycée, Société interculturelle, Société historique de Pondichéry, Association pour la danse à Pondichéry, Comité de conscience civique. Il fut également président d'honneur de l'Alliance française de Pondichéry, tous engagements faisant de lui un homme de la francophonie incarné, attaché à la langue française comme langue de valeur, de travail et de transmission. Il a joué de ce fait un rôle déterminant dans le rayonnement culturel francophone à Pondichéry, mais aussi, et je tiens à le souligner, dans le dialogue empreint de dignité entre l'Inde et la France. Détenteur de la Légion d'honneur et récipiendaire du prix Durand-Réville, le consulat français à Pondichéry lui a rendu un hommage appuyé. Enfin, à l'heure où les questions mémorielles et de scrutement de l'histoire se font souvent dans la douleur, restons à l'écoute de notre confrère, lui qui, débarrassé de tout complexe, a toujours considéré Pondichéry non comme une place exotique ou un lieu d'expression de la domination, mais bien comme un laboratoire de la diversité culturelle et juridique et du dialogue, où se décline et se fortifie sur ses bases l'appréhension de questions universelles. Détermination enfin à contribuer et à faire prospérer tous ensemble ici, chers consoeurs, chers confrères, à l'Académie des sciences d'outre-mer, cet héritage humain, civilisationnel, philosophique et juridique sans pareil. D'abord en faisant en sorte que l'Académie demeure ce lieu naturel et ouvert de rencontres et d'échanges entre tous ses membres et tous ses invités, y compris ceux résidant dans les contrées les plus lointaines. De solidarité et de protection aussi, à l'endroit de celles et de ceux qui, pour défendre les valeurs qui sont aussi les nôtres, sont en proie à des exactions et à des privations de liberté. En faisant prospérer ensuite ce droit d'expression et d'inspiration française, caractérisé le plus souvent par sa coexistence, voire son intégration fertile avec d'autres droits, et auquel nombre de nos anciens confrères, éminents juristes, ont su donner leurs lettres de noblesse, parmi lesquels Gilbert Mangin, notre ancien secrétaire perpétuel, un des membres actifs de l'IDEF, en pleine rénovation d'ailleurs sous l'égide de son nouveau président, le professeur Jacques Frémont, et comme l'a été également notre confrère Taïmo Mostafa Kamel, ou encore par exemple le professeur Gérard Connac, que nous avons décidé d'honorer lors de notre séance du 21 novembre dernier. Que l'Académie s'affirme, en lien avec les universités, centres et structures francophones partenaires dédiés, comme des lieux privilégiés de connaissances et d'expertise sur la gestion du pluralisme juridique, un des enjeux essentiels de nos sociétés modernes, postcoloniales et multiculturelles, tel que plaidé en son discours de réception à la Somme par notre confrère Robert Dossou, ou encore à l'image des ateliers d'histoire du droit colonial, animés notamment par notre consoeur Monica Cardillo, au sein d'un réseau spécialisé. Non, le droit d'inspiration française n'est pas un vestige ou un objet de nostalgie, mais une responsabilité que les juristes francophones doivent avoir à cœur de continuer d'exercer, en particulier dans des contextes de graves crises, de bouleversements et de transitions, au service du respect de l'état de droit, tant au niveau national qu'international, allié à la protection, à la production de normes inventives, répondant mieux aux défis et aux attentes du monde contemporain, à travers ce que notre confrère appelait et vivait la diplomatie juridique. C'est un des messages de Hanoussami David, auquel nous disons merci et à bientôt sur le sol de Pondichéry. Je vous remercie. Alors, je vous remercie beaucoup, chers consoeurs, de ce très bel hommage à notre ancien confrère, hommage rendu d'abord à un savant, ensuite à un excellent praticien du droit, et enfin à un humaniste. Est-ce que vous souhaitez passer la parole à quelqu'un de sa famille? J'avais posé la question, Madame David m'avait dit non, mais peut-être elle-même ou quelqu'un de bien sûr. Je peux parler à distance? Est-ce que je peux parler à distance? Ah oui, oui, naturellement. Bien sûr, en visio, allez. En visio. Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Alors, je suis sa fille.
Je suis sa fille et mon fils. Merci, merci Christine. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, c'est une émotion partagée par ma mère et toute notre famille que je vous salue de Pondichéry, qui est la ville qui vit naître. C'est la ville qu'il a vu grandir. C'est la ville qu'il a aimée. C'est la ville qu'il a vu mourir aussi. Et c'est de là qu'il a porté les voix universelles de justice et d'humanité. Alors voilà, en honorant sa mémoire, je ne sais pas si vous m'entendez toujours. On vous entend bien, on vous voit. Oui. Vous venez de saluer l'homme de dialogue et de convergence qu'il a été. Pour nous, c'était important. Veuillez recevoir vraiment toute notre gratitude familiale envers l'Académie des sciences d'outre-mer. Et c'est le destin d'un serviteur de la justice et de la culture que nous célébrons aujourd'hui. Notre père a contribué à tisser des liens indéfectibles entre les pensées indiennes et françaises. Et de voir que son œuvre de transmission est reconnue par votre académie, c'est un précieux cadeau pour sa lignée, pour toute sa lignée. Il nous laisse un héritage de droiture, une exigence intellectuelle lumineuse. Merci de tout cœur à vous de lui offrir cette résonance au sein de votre mémoire académique par la qualité de la minute de silence que vous allez lui accorder. Merci beaucoup, Madame. Et effectivement, chers consoeurs, chers confrères, Mesdames et Messieurs, je vous invite à vous lever pour respecter une minute de silence en mémoire de notre distingué confrère. Je voudrais faire, avant de passer la parole aux intervenants sur le sujet, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt et d'attention la communication, l'hommage rendu par Christine Dessouche, et je confesse ne pas avoir encore lu les travaux de notre défunt confrère, et je pense que certains vont intéresser beaucoup une partie des travaux que je conduis moi-même, parce que étant l'éditeur, je fais l'édition diplomatique des codes anciens du Cambodge. Or, je me suis rendu compte qu'il y avait une influence beaucoup plus grande de textes qui venaient de l'Inde du Sud que des textes sanscrits dans les textes utilisés en Asie du Sud-Est pendant la période moyenne. Donc, je vais me plonger dans certains des travaux que vous avez cités avec intérêt. Monsieur le professeur, j'ai l'honneur de vous donner la parole maintenant pour présenter vos remarquables par leur volume travaux sur le monde arabe et la Seconde Guerre mondiale. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le secrétaire perpétuel, pour cette invitation. Merci à Jacques Frémaux, à qui j'avais fait adresser les ouvrages, parce que je ne suis pas l'auteur de ces deux livres dont vous avez, je pense, la couverture. Tout à l'heure, elle est apparue. Alors, voilà, les deux ouvrages dont il s'agit, qui sont des travaux collectifs, dont je suis un des co-directeurs, puisque une autre co-directrice se trouve au premier rang, Julie Dandurin, qui interviendra tout à l'heure.
Et j'excuse aussi, comme cela a été dit, ma collègue Alia Aglan de Paris 1, qui, pour des raisons médicales, n'a pas pu venir cet après-midi. Alors, 2 ouvrages collectifs de travaux universitaires qui ont été soutenus, enfin qui ont été plus exactement constitués depuis au lendemain du Covid, puisque je crois qu'on peut dire que ce livre, le premier, donc Le monde arabe et la Seconde Guerre mondiale, paru en 2022, a été le fruit du premier colloque post-Covid tenu à l'université de Tunis, dans des conditions que nous nous rappelons tous. Enfin, je parle du Covid. Ça s'est tenu à Tunis, donc c'est un colloque international organisé par différentes institutions françaises et tunisiennes, mais aussi avec des collègues venant du monde arabe. Et puis, il avait toujours été pensé cet événement comme double, puisque nous avons ensuite récidivé 2 ans plus tard à Toulon. Nous avons, parce que Toulon c'était la ville bien sûr du débarquement de Provence, ou en tout cas c'était un des objectifs du débarquement de Provence plus exactement, et donc il nous semblait important d'être présent dans ce lieu, puisque dans le monde arabe on peut dire que Tunis a une place particulière dans la Deuxième Guerre mondiale, puisque la Tunisie a été le lieu d'une terrible bataille jusqu'en mai 1943 qui a duré 6 mois. Entre les forces de l'Axe et les forces alliées, et puis ensuite le débarquement de Provence qui a été le prolongement naturel de ces combats. Alors donc ces 2 colloques ont rassemblé au total plus d'une quarantaine de chercheurs et ont donné lieu donc à des contributions. Alors on a fait quelque chose que les éditeurs n'aiment pas beaucoup, parce que les éditeurs aiment bien les livres unis avec un nom, et là on a été jusqu'à signer à 6. Alors vous voyez, donc non seulement les éditeurs n'aiment pas, mais encore moins Amazon et les différents marchands qui veulent que tout rentre dans des cases très simples. Mais on a un peu enfreint ces règles et on a publié donc ces ouvrages collectifs. Le premier s'intitulant « Le monde arabe et la Seconde Guerre mondiale », sous-titré « Guerre, société, mémoire, histoire en partage en Afrique du Nord et au Moyen-Orient », et le second intitulé « Des empires disputés, le monde arabe et la Seconde Guerre mondiale ». Alors pourquoi faire 2 livres et rassembler une telle équipe et engager un travail sur plusieurs années pour faire quelque chose qui pourtant devrait être évident, c'est-à-dire évoquer la Deuxième Guerre mondiale là où elle a commencé. Alors je sais qu'elle a commencé dans les Ardennes, ça ne m'a pas échappé, mais en tout cas les grandes batailles de la reconquête côté occidental ont commencé en Méditerranée. Et on peut dire d'ailleurs que le monde arabe, alors d'abord le monde arabe est né pendant la Deuxième Guerre mondiale. La Ligue arabe est créée au Caire en début 1945, et le monde arabe, donc on peut dire que c'est une création de la Deuxième Guerre mondiale, puisque jusque-là il y avait les empires coloniaux, l'empire colonial français, avec le nord du Maroc qui avait été concédé à l'Espagne, la Libye italienne depuis le début du XXe siècle, et l'empire colonial britannique et les mandats français et britanniques au Levant. Donc il y a eu l'Empire ottoman, il y a eu les empires, et puis ce qu'on a appelé le monde arabe, évidemment de manière assez simplificatrice, puisque les peuples de la région, dès le départ, sont beaucoup plus nombreux que ne le fait croire ce terme. Alors, la guerre ayant eu lieu dans le monde arabe dès le début, c'est un champ de bataille, à la fois un champ de bataille pour la propagande, c'est un champ de bataille militaire, c'est un champ où tous les acteurs, peut-être à part les soviétiques, se sont retrouvés. Les nazis, les Italiens, les anglo-saxons, les Français, les gaullistes, les vichistes, les troupes coloniales venant de l'Empire britannique, toutes les troupes coloniales venant de l'Empire français, les Indiens, notamment dans l'Empire britannique, évidemment, ont joué un rôle important aussi du côté britannique. Donc, les Australiens, les Canadiens, tout le monde s'est battu dans le monde arabe, même si on ne l'appelait pas ainsi. Bon. Alors, pourquoi est-ce que cet objet d'histoire important est resté finalement très longtemps plus ou moins occulté ? C'est à partir de là, si vous voulez, qu'on s'est interrogé collectivement en se disant, au fond, la guerre a été très importante, elle a créé le monde arabe, c'est une chose, elle a transformé les sociétés, elle a été le déclencheur de l'indépendance,
Les premières colonies ou les premiers mandats en l'espèce ont obtenu leur indépendance dès le lendemain de la guerre. Elle a été donc la cause de transformations fondamentales. Les Algériens, on s'en rappelle, le Parti du peuple algérien a déclenché des émeutes dès le jour de la libération, le 8 mai 1945, dans la région de Constantine. On peut dire aussi, les exemples, si vous voulez, sont très nombreux. Hein. La protection américaine de l'Arabie Saoudite, elle est née sur le canal de Suez en 1945. La stature du roi, qu'on n'appelle pas encore Mohamed V, mais qui va le devenir, Sidi Mohamed, est liée évidemment à sa rencontre avec Roosevelt à Anfa. La fin des empires, l'entrée des États-Unis dans le monde arabe et la mainmise sur le Moyen-Orient, le remplacement des vieilles puissances coloniales, entre guillemets, par la superpuissance américaine. Enfin, il y a un nombre, si vous voulez, considérable d'événements qui auraient pu faire de ce champ de recherche un champ fécond, investi, et ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Alors, il y a un effet d'occultation, évidemment, des combats principaux de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Bon, ça c'est une évidence. Il y a le fait aussi que l'Union soviétique n'a pas été partie prenante de cette affaire. Il y a le fait que les combats y ont été engagés par les Américains, mais ils sont très loin, évidemment, d'être les plus spectaculaires par rapport au débarquement de Normandie. Et puis, il y a l'occultation faite elle-même par les pays arabes et par leurs héritiers. Parce que, pour des raisons sur lesquelles je vais revenir, au fond, cette histoire de la Deuxième Guerre qui a eu lieu dans le monde arabe, pour partie, elle fait l'objet d'une occultation. Et quand, aujourd'hui, dans les lycées ou dans les collèges, dans les collèges, dans les lycées, et même dans les universités du monde arabe, on a l'idée de faire de l'histoire et d'y enseigner la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, on y enseigne les combats entre Staline, les Américains, on y parle de Hitler, on y parle de Churchill, mais on ne parle pas de ce qui s'est passé dans ces pays. Alors bien sûr, c'est parce que c'était pour la plupart des colonies ou des statuts ou des pays sous statut colonial, que ce soit des protectorats, des mandats ou des colonies. Et donc au fond, ça renvoie à une époque que les indépendances et que les mouvements de décolonisation ont oblitéré. Hein, il y a un effet d'éviction. Donc effet d'éviction par la guerre en Europe, effet d'éviction par les indépendances, et puis il y a des choses plus profondes évidemment sur lesquelles je vais revenir. Mais en tout cas, le résultat, c'est que quand on a voulu constituer ces équipes de recherche, on a voulu, nous, un peu naïvement, travailler à parité entre historiens du Nord et historiens du Sud de la Méditerranée, je veux dire du Nord, de l'Europe de l'Ouest notamment, évidemment la France en premier, mais aussi de s'associer à des Britanniques, de s'associer à des Américains, et puis donc à travailler avec des collègues du Sud. Et on s'est rendu compte que donc ce n'est pas un objet de recherche. Dans le monde arabe, la Deuxième Guerre mondiale n'est pas un objet de recherche. Elle l'était en Europe, parce qu'on s'est intéressé à la guerre du désert notamment, parce qu'on s'est intéressé à certaines opérations comme le débarquement américain sur les côtes du Maroc et de l'Algérie. On s'est intéressé évidemment au combat entre les girodistes, vichistes et les gaullistes, que ce soit au Levant ou que ce soit en Afrique du Nord, au Maroc, en Algérie. On s'est intéressé évidemment à Alger, capitale de la France libre, pendant un temps. Mais au fond, ça s'est à peu près limité à ça côté européen. Et côté arabe, rien. Comme si cet événement n'avait pas pourtant mobilisé des centaines de milliers de combattants de tous les pays, coloniaux notamment, des Libyens, 60 000 Libyens ont combattu, plus de 100 000 Marocains, plus de 150 000 Algériens, un nombre peut-être 50 000 à 60 000 Tunisiens, des dizaines de milliers d'Égyptiens, des Syriens, des Libanais, des Irakiens, et j'en passe. Donc c'est vraiment un objet très important, très physiquement dans le temps, ça se déploie dans le temps, dans l'espace, ça dure des années, ça concerne toutes les sociétés, ça a des conséquences sociales majeures. Hein, la famine au Maroc en 1945, le bouleversement de la société égyptienne qui se croyait indépendante et qui découvre que du jour au lendemain les Britanniques occupent le terrain, les combats en Libye, la guerre du désert a duré 3 ans,
C'est pas une petite guerre, c'est une guerre de front en plus qui circule de l'Est à l'Ouest, une fois, deux fois, trois fois, puis Rommel revient, puis il revient une deuxième fois. Les batailles d'El Alamein, etc., qui ont été le tournant de la Deuxième Guerre mondiale. Rien, pas d'intérêt. Et au fond, pas de chercheurs, pas d'historiens. On a trouvé un seul chercheur en Tunisie, qui est un ami, qui s'appelle Faisal Cherif, qui a fait sa thèse d'histoire sur la Tunisie dans la Deuxième Guerre mondiale, en France. Mais c'est à peu près tout, en termes de spécialistes. Au Maroc, il y avait un spécialiste de l'armée coloniale dans les deux guerres mondiales, mais qui s'est surtout concentré sur la Première Guerre mondiale. Rien en Algérie, rien en Égypte, rien au Moyen-Orient non plus, même au Liban. C'est un non-objet. Et donc, on a eu beaucoup de mal à associer une dizaine de chercheurs, et on a demandé à des chercheurs, notamment tunisiens et libanais, de phosphorer, je dirais, de travailler spécialement pour nous, pour ce colloque, de faire des recherches. Par exemple, on a un collègue libanais qui a été mettre à jour les archives du lycée, de l'université, des Jésuites à Beyrouth, et qui a travaillé sur l'ambiance au lycée et les consignes reçues et données par les Jésuites à leurs élèves dans le cadre extrêmement heurté des combats entre Français. Bon. Donc, la Deuxième Guerre mondiale, c'est une guerre monde, mais tout le monde n'est pas mis sous l'observatoire de la même manière. Et au fond, c'est une nouveauté qu'on a créée. On a créé un objet d'étude parce qu'il était occulté chez nous, je l'ai dit, mais occulté surtout dans le monde arabe. La question, c'est pourquoi ? Pourquoi une telle occultation? Pourquoi est-ce qu'elle a été aussi durable? Pourquoi est-ce qu'elle est aussi profonde? Et pourquoi, au fond, est-ce que cette tranche d'histoire capitale, quand les chercheurs, quand les historiens, quand les professeurs ou les chefs d'État, même parce que la question de l'histoire, évidemment, est une affaire très politique dans le monde arabe, dans des régimes autoritaires, elle est même centrale dans la construction et dans la perpétuation du pouvoir, pourquoi est-ce que cet ensemble d'autorités, d'instances, s'est détourné de cette histoire? Eh bien parce qu'un des premiers enseignements, c'est évidemment la loyauté et alors est-ce qu'il faut dire la soumission, est-ce qu'il faut dire l'obéissance, est-ce qu'il faut dire En réalité, dans tous ces pays, les colonisés ont été des forces d'appoint très importantes, puisqu'ils constituent jusqu'à la moitié donc de l'armée d'Afrique qui est devenue la première armée française avant le débarquement de Provence et pendant le débarquement de Provence, pendant la campagne d'Italie, etc. Donc, c'est vrai que les États du Sud sont très mal à l'aise avec cette histoire. À quelques années de l'indépendance, tous les combattants de tous les États et de toutes les provinces coloniales se battent très loyalement auprès des leurs, y compris les Libyens. Les Libyens, si je prends l'exemple de la Libye, je ne peux pas prendre tous les exemples, vous le comprenez bien, les Libyens avaient subi une guerre coloniale très dure, très longue, dans les années 1910 puis dans les années 20, qui s'est terminée en 1931. Cette guerre, elle a ravagé le pays, elle a eu des conséquences sur différentes communautés, notamment la communauté juive, mais pas seulement. Il y a eu des déportations, il y a eu une guerre extrêmement dure. Et 10 ans plus tard, ces combattants libyens, ils sont 60 000 à combattre aux côtés des Italiens et à défendre la colonie libyenne contre les Britanniques, qui les attaquent qui répondent d'abord et puis ensuite qui contre-attaquent depuis l'Égypte. Et donc les Libyens ne sont pas du tout à l'aise avec cette histoire, puisque même Winston Churchill, dans ses mémoires, dit « Mais qu'est-ce que c'est que ces fichus Libyens qui nous combattent alors qu'on vient les libérer ?» Bon. Alors on peut reproduire ça, évidemment, pour l'Afrique du Nord, ou pour les troupes du Levant, notamment les troupes irakiennes, syriennes ou jordaniennes. Donc ça, c'est un premier élément, c'est la loyauté jusqu'au bout, jusqu'au 8 mai 1945, en tout cas en Algérie, pour l'ensemble des colonisés de la région. Deuxième point qui peut expliquer cette réticence ou cette méfiance à faire cette histoire, c'est la compromission, ou en tout cas les positionnements très alambiqués ou très complexes des chefs politiques et des chefs d'État arabes, ou prétendus arabes, mais peu importe, avec les occupants et avec les différentes forces en présence. J'ai parlé des Libyens, je n'y reviens pas. La monarchie égyptienne, avec l'incident d'Abdin en 1941, a été prise en main par les Britanniques d'une manière que les Égyptiens n'aiment pas rappeler. De même, le coup d'État en Irak,
pro-nazi en 1945 et la réponse des Britanniques, là aussi, finalement, mettent à jour une histoire qu'on a voulu oublier par la suite. Je ne parle pas évidemment du shérif, du moufti pardon, de Jérusalem, qui lui a été sur un positionnement pro-nazi, il a été jusqu'au bout puisqu'il a terminé la guerre à Berlin pendant plusieurs années, et quand il revient au Caire, vous savez, en 1946, protégé par les Français, il est acclamé par la foule parce qu'il a été celui qui a osé s'allier aux nazis contre les Britanniques. Donc ça aussi, évidemment, dans le monde arabe et dans le monde de l'après-1945, c'est particulièrement mal vu. Et c'est une histoire qui doit rester secrète. L'Afrique du Nord, c'est la même chose. Les Algériens, au fond, ne veulent pas voir Ben Bella recevant les décorations de la main du général de Gaulle au lendemain de la campagne d'Italie, parce que c'est des photos qui sont connues, mais qui évidemment mettent le personnel politique algérien dans un certain embarras, pour ne pas dire plus. Et donc, au fond, ces histoires dérangent. Il y a deux chefs d'État. Alors, en plus, il y a des nationalistes, notamment en Afrique du Nord, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu quelques-uns, notamment en Algérie et en Tunisie, qui ont pactisé avec l'envahisseur, et notamment avec les Italiens et les Allemands, et qui étaient prêts à changer de camp, finalement, pour accélérer le processus national, peut-être, mais enfin, ce n'était pas un choix politique très judicieux, et certains, d'ailleurs, nationalistes, notamment Bourguiba, se sont bien gardés de tomber dans ce travers. Au fond, il y a deux chefs d'État arabes qui sortent grandis, deux hommes politiques et chefs d'État arabes qui sortent grandis de la guerre et qui, eux, vont capitaliser sur cet héritage. C'est d'une part le roi d'Arabie Saoudite, Abdelaziz ibn Saoud, qui s'est placé sous la protection des Américains. Mais bon, la situation est artificielle parce que l'Arabie Saoudite n'était pas une colonie, et elle ne l'a jamais été. Ils ont saisi l'opportunité de la Deuxième Guerre mondiale pour se placer sous la protection américaine, et ce qui leur a évidemment beaucoup servi, puisque c'est encore le cas aujourd'hui, comme vous le savez. Et puis le deuxième, à l'autre bout du monde arabe, c'est au Maroc, le sultan Sidi Mohammed, qui s'est servi finalement de la conférence d'Anfa, en présence de Winston Churchill et du président américain, et aussi bien sûr de Gaulle et Giraud, qui s'est servi de cette conférence pour apparaître sur la scène internationale. Parce que pour l'instant, il était, jusque-là, puisqu'il était sultan depuis 1927, il était relativement effacé, c'était un personnage secondaire, il n'avait pas accès à la vie internationale, et la première fois qu'on le voit sur la scène internationale, c'est la conférence d'Anfa, où il est un acteur de premier plan. Mais un acteur de premier plan silencieux, muet. Donc le discours politique marocain, évidemment, c'est de dire qu'il a été un acteur de la Deuxième Guerre mondiale. Mais en réalité, c'est un jeune roi à qui on ne donne pas la parole, qui est là physiquement, il est présent et il incarne cette présence des Marocains. Mais il ne parle pas. Donc, il n'y a pas de compte-rendu en plus des audiences. Alors, il y a beaucoup de discours, évidemment, sur ce qui a été dit. Donc, pour toutes ces raisons, et d'autres encore, la mémoire arabe de la Deuxième Guerre mondiale est très faible, et en réalité, personne ne travaille dessus parce que personne ne veut en entendre parler. On veut bien entendre parler des combats entre Hitler et Staline, ça c'est très bien, des combats entre Hitler et les Américains, c'est très bien, de la division des Français éventuellement, c'est très bien, mais pour le reste, on en reste là. Alors du coup, on a dû se lancer dans la constitution de la recherche, enfin on s'est lancé à la recherche des archives, parce qu'au fond, comme personne n'a jamais travaillé sur ces sujets, on a lancé un travail d'enquête collectivement, on a fait appel aux archivistes, et vous verrez que dans ces deux livres, il y a beaucoup de contributions, enfin à la fin des deux livres, il y a des contributions justement sur les archives, et il y a énormément d'archives, parce que la guerre, elle a eu lieu partout. Il y a les archives physiques, il y a les cimetières, des dizaines de cimetières de l'Égypte jusqu'au Maroc qui parsèment, et au Levant aussi, qui parsèment le chemin et les routes de ces troupes coloniales qui se sont battues dans l'ensemble de ces pays. Donc il y a des cimetières. D'ailleurs, la couverture du premier tome, c'est une mosaïque c'est une photo qu'on a faite au cimetière américain de Carthage, qui n'est pas très loin du grand cimetière français, où on a rassemblé l'ensemble des corps des combattants français de Tunisie. Là, donc, c'est le cimetière américain qui est tout à l'heure, madame me parlait du cimetière américain de Montfaucon. Le cimetière de Tunis, de Carthage, est aussi beau que celui, il est plus petit, mais il y a quand même des centaines d'Américains qui sont enterrés là. Et donc, c'est cette mosaïque qui orne l'entrée du cimetière que l'on a mis en
en exergue. Donc des cimetières, des lieux de mémoire très nombreux, des dépôts d'archives, et dans les archives notamment de tous les dépôts d'archives de l'Allemagne, de l'Italie, de la France, de l'Angleterre. Voilà, donc c'est vraiment un chantier. On a ouvert un chantier et on a voulu que, voilà, on l'a fait d'une manière collective, à plusieurs voix, de nombreuses voix, à 40 voix. Et donc ces deux livres comportent des contributions sur des sujets souvent très variés. Ce n'est pas l'histoire bataille, c'est d'abord la mise en place du travail scientifique avec les archivistes, et puis une succession de cas. On a voulu couvrir l'ensemble de la période, on a voulu couvrir tous les pays concernés. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais donner la parole bientôt à Julie qui pourra vous parler d'un cas particulier ou deux. Mais alors, une fois que j'ai dit tout ça, quelle a été la réception de ce livre, de ces livres, puisqu'on a ouvert un chantier, on a essayé de montrer que la guerre-monde, c'est vraiment une guerre-monde, on a essayé de montrer que cette guerre que les Arabes considèrent comme la guerre des autres, celle des Européens, eh bien c'était aussi la leur, mais la réception a été à la mesure du silence antérieur, c'est devenu un silence postérieur, si je puis dire. Les comptes rendus dans la presse de nos ouvrages sont très modestes. La vente des ouvrages est très modeste. Ce sont des très beaux ouvrages, hein. Ils ont été particulièrement bien faits. Ils ont été soignés, je peux dire. On a mis beaucoup de moyens pour que ce soit très bien fait. D'ailleurs, on remercie beaucoup notre éditeur Hémisphère, anciennement Maisonneuve et La Rose, qui en a fait vraiment des beaux ouvrages. Mais au fond, ça reste assez confidentiel parce que le sujet, encore une fois, dérange, soit par des intérêts, soit pour des considérations politiques, comme j'ai essayé de le dire. Il n'empêche qu'on a donné des idées à certains, parce que dans la foulée, un certain nombre de collègues ont fait à Paris des colloques sur la question. Donc on s'est dit, tiens, c'est bien, on leur a donné des idées, on en est très content. Mais la réception, la vente, etc., c'est pas quelque chose qui a été très important. Ça a suscité quelques thèses. On a des étudiants qui viennent nous voir depuis quelques années en nous disant, mais tiens, vous avez travaillé là-dessus, ça me donne l'idée de faire une thèse. C'est très bien parce que c'est pour ça qu'on l'a fait. Mais plus généralement, je dirais pour conclure, ça met le doigt sur quelque chose qui est en train d'arriver et avec lequel on n'est pas très à l'aise, parce qu'on aime bien dire qu'on travaille, qu'on collabore avec les étudiants ou avec les historiens, pardon, des États du Sud, et notamment dans le monde arabe, il me semble qu'on est un peu à un tournant. Si vous voulez, les États arabes, ils ont hérité, notamment les États du Maghreb. Ils ont hérité, et le Liban et la Syrie, bon, la Syrie évidemment c'est un peu particulier en ce moment, mais disons que le Liban, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie ont hérité de nos facultés d'histoire, pour le dire simplement. Hein, c'est-à-dire que les Français sont arrivés dans ces pays, ils y ont fait l'histoire à la manière des Français, ils ont ouvert des centres d'archives, ils ont repris les grandes chronologies, ils ont écrit des histoires générales, et puis ils ont commencé à travailler et à diffuser leur manière de faire de l'histoire, telle qu'on l'avait appris dans la France du 19e siècle, puis ils ont traduit aujourd'hui au 20e siècle cette manière de faire de l'histoire à la manière des annales. Et dans le contexte de la décolonisation, dans le cadre de la coopération, énormément de professeurs et de collègues sont venus du Sud, sont venus se former à Paris, et beaucoup de professeurs parisiens ont encadré la thèse d'historiens tunisiens, marocains. Et puis ensuite, ces gens-là, dans les années 80-90, sont rentrés chez eux et ils ont remplacé les coopérants. Ils ont construit... Alors, les facultés d'histoire ont été créées dès l'indépendance. Hein, je pense par exemple à Charles-André Julien, qui a été le premier recteur de l'université Mohamed V à Rabat en 1959. On pourrait parler aussi d'Alger ou de Tunis. Hein. Il y a eu des grands professeurs qui se sont succédés dans cette université, d'abord français, puis ensuite tunisiens, algériens, marocains. Mais au fond, 2 générations après, j'ai l'impression qu'on assiste de la part des États, qui en fait n'ont pas besoin d'historiens. Ils n'ont pas besoin d'instances de recherche indépendantes. Ils n'ont pas besoin d'étudiants. Ils n'ont pas besoin de chercheurs étrangers. Parce que ces États, qui sont des États autoritaires, pratiquement tous, ils écrivent eux-mêmes leur histoire. À Alger, c'est l'armée qui écrit son histoire et c'est l'association des anciens moudjahidines. Au Maroc, c'est le palais royal qui écrit son histoire. À Tunis, c'est un peu plus flou. On pourrait dire que ce sont les bourguibiens. Mais au fond... Voilà, les islamistes aussi ont leur manière d'écrire de l'histoire, mais ils n'ont pas besoin de l'université non plus. Ils n'ont pas du tout la même conception de l'histoire d'ailleurs. Et donc au fond,
on se dit que ces institutions qui ne sont pas... Vous savez, les historiens, il faudrait des archives, il faut des moyens pour faire de l'histoire. Il faut avoir de la sérénité, il faut avoir de l'argent, il faut avoir du temps. C'est quelque chose qui n'est pas mis en place. Il faut avoir des locaux comme ceux que vous avez là. Tout ça n'existe pas vraiment en Afrique du Nord et je crois que ces États du Moyen-Orient, ils n'en veulent pas. Les archives sont fermées, à peu près partout, ou à peu près vides, ou aux mains des institutions militaires ou politiques. Ce ne sont pas des lieux de recherche. Les universités ont été arabisées, elles accueillent des étudiants souvent de milieux très modestes, et au fond, actuellement, on voit se développer des universités privées dans le domaine du commerce, dans le domaine du management, dans le domaine de l'informatique, de la santé, et on voit que ces universités publiques, elles se décomposent. C'est comme si ce legs français était en train de s'effilocher et de disparaître. Et donc c'est aussi une des explications pour lesquelles il y a si peu de monde qui travaille sur ces questions. C'est que j'ai l'impression que notre manière de faire de l'histoire, elle devient rare et peut-être même qu'elle va disparaître dans les années qui viennent. Et c'est pas une question de langue, parce que la question de la langue arabe, au fond, n'est qu'un prétexte. Même si beaucoup d'archives sont en français et que c'est quand même bien quand on travaille sur le Maghreb contemporain de travailler en français, ou quand on travaille sur le Moyen-Orient de travailler aussi en anglais. Mais au fond, tout ça est peut-être en train de s'effilocher. Donc, on a fait peut-être un travail qui n'est pas, peut-être que c'est pas d'avant-garde, c'est peut-être un travail d'arrière-garde, mais c'est aussi un travail, voilà, c'est un témoin, c'est passionnant parce que ça ouvre des champs complètement ignorés, ça met à jour des populations et des situations et des personnages d'ailleurs, voilà, dont on avait plus ou moins entendu parler, mais dont on a aujourd'hui, sur lequel on a aujourd'hui non seulement des belles bibliographies, mais aussi des belles monographies. Mais je n'ai pas beaucoup d'espoir que ça entraîne des conséquences majeures sur le plan intellectuel dans la région. Mais en revanche, ça existe. C'est là. Nous, on a toujours des étudiants, on a toujours des universités, on a toujours des chercheurs. Et donc, voilà, bienvenue à tous ceux qui veulent s'intéresser à cela et à le faire connaître et à le découvrir. Et c'est pour ça que j'ai été heureux de pouvoir vous le présenter. Julie, je te laisse la parole, peut-être. Très bien, merci beaucoup. Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, merci beaucoup de votre présence nombreuse. Donc, je vais essayer de vous présenter ces 2 jours de colloque de façon un petit peu différente. Je vais prendre un pas de côté pour présenter ces 2 colloques. Pas de côté, peut-être pour vous raconter tout à l'heure un sentiment de quelque chose qui s'effiloche. Et c'est un petit peu le sentiment que moi j'ai eu en accompagnant pour la première fois, vous l'avez vu sur les 2 ouvrages, moi je n'ai participé qu'au premier ouvrage, j'ai accompagné le 2e, j'étais au colloque de Toulon, mais je n'ai fait qu'une petite partie. Alors je vais surtout vous raconter en fait un parcours de chercheur et de ce que c'est qu'être chercheur quand on travaille sur le monde arabe, quand on est femme aussi, ça n'est pas anodin, enfin ça pose aussi quelques difficultés. Voilà, donc comme vous le savez, moi je ne suis pas une spécialiste du monde arabe, mais je suis plutôt une spécialiste des troupes coloniales, donc qui ont beaucoup circulé dans le monde arabe, et comme le disait Pierre, le monde arabe n'est pas quelque chose qui existe par essence. Ça a été créé par les coloniaux qui ont décidé que le Maghreb, le Mashrek, la Méditerranée, une partie de la Méditerranée était arabe et que tout ça faisait sens. Nous avons décidé donc aux alentours des années 2020 de faire un colloque et on que ce colloque était important et il y avait lieu dès le départ de faire 2 séries de colloques, dont Tunis et l'idée, c'était vraiment de réunir les 2 rives de la Méditerranée, de faire écho à nos grands anciens, Jacques Berg, de dire qu'il fallait réunir ces 2 rives de la Méditerranée. Et nous voulions commencer par Tunis et finir par Toulon. Et nous voulions, c'était un peu le sens du premier ouvrage, faire vraiment quelque chose à équilibre entre des chercheurs tunisiens et des chercheurs français. Et nous sommes partis à Tunis, alors là Pierre n'a pas osé le dire, il est trop modeste pour le dire, mais nous sommes partis à Tunis avec la vraie volonté d'emmener une équipe de jeunes chercheurs
Et moi, c'est ce que j'ai découvert avec ce colloque de Tunis. Alors, je l'avais déjà découvert parce que Pierre m'avait déjà emmené au Maroc, mais j'ai découvert que quand Pierre Vermeuren emmenait ses étudiants dans un pays arabe, plutôt le Maroc, mais à ce moment-là, c'était la Tunisie parce qu'il était en détachement en Tunisie, il emmenait ses étudiants et il en profitait pour faire des séjours assez prolongés avec des voyages. Et moi, par des opérations de voyage et de travail de recherche sur place, sur les territoires. Alors, ce qui m'a particulièrement marqué lorsque nous sommes allés à Tunis, c'est d'abord que nous y sommes allés non pas seulement après le Covid, mais juste pendant le Covid. Nous y sommes arrivés pendant le Covid. C'était une des dernières fois où il y avait le Covid. On a pu avoir l'avion juste avant que les frontières se ferment. Donc on était dans une ambiance un peu particulière quand on était à Tunis. On y restait 4 à 5 jours. Et on a un petit peu circulé, on a visité Carthage, on est allé à la Goulette, on a circulé, et ce qui a été très particulier, c'est cette ambiance de voyage où tu en parlais tout à l'heure. On a visité les cimetières, et moi ça m'a beaucoup marqué, ces visites des cimetières, puisque donc comme ça vous a été dit tout à l'heure, on a visité le cimetière américain, où on a trouvé cette grande fresque tout à fait magnifique, dont on a décidé aussitôt de faire une photographie en se disant ça sera notre première couverture. On a visité naturellement, on était accompagné de l'ONAC-VG, l'organisme des anciens combattants. On a visité donc également le cimetière français de Tunis, mais le plus surprenant sans doute, je crois que ça nous a tous marqué, le cimetière allemand. Voilà, le cimetière allemand qui était totalement lugubre, totalement hors norme pour un cimetière, c'était une colline, et puis ensuite on entrait dans un espèce de creux où étaient les tombes. C'était tout à fait étonnant comme structure, et étonnant de voir comme à travers, donc ce sont des sujets de recherche aujourd'hui qui sont étudiés par les jeunes chercheurs, comment à travers la matérialité d'un cimetière, et donc de plusieurs cimetières de façon comparative, on peut voir qui est sorti vainqueur de la guerre, qui est sorti humilié par cette guerre, culpabilisé par la guerre. Et là, c'était tout à fait particulier. Alors, donc nous avons fait ce colloque, voilà, et on a observé un certain nombre de choses et qui étaient assez étonnant de voir que cette histoire de la guerre, y compris sur le terrain, est une histoire qui est aujourd'hui partiellement occultée, en dehors des archives. Alors on a été en contact avec Eddy Gelab, qui est le responsable des archives de Tunis, les chercheurs de Tunis qui nous accompagnaient. Eh bien, en dehors de quelques chercheurs en Tunisie, au fond, cette histoire intéresse assez peu. Et quand on est chercheur, c'est quelque chose de très étonnant de voir comment un grand moment comme la guerre, et vous le savez, et on le voit tous les jours en ce moment, que la guerre prend beaucoup de place dans les sociétés, et bien comment en fait des phénomènes d'importance qui ont mobilisé des millions d'individus finalement disparaissent extrêmement rapidement de l'histoire, des mémoires, et ce cimetière allemand qui est particulièrement étonnant le démontrait très bien. Alors ça, c'était un aspect qui était très intéressant. L'autre aspect très intéressant qui, moi, m'a beaucoup plu dans ce colloque, que ce soit à la fois à Tunis ou à Toulon, c'est la volonté qu'avaient Pierre Vermeuren et Alia Aglan, qui était porteuse en fait du sujet de cette histoire monde, puisque c'est elle qui porte ce sujet sur l'histoire monde. Comment, au fond, cette histoire monde arrive difficilement à s'enraciner en dehors de l'Europe, et comment il faut arriver à la faire passer. Et là, c'est aussi cette particularité de cette école de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, de vouloir créer des jeunes chercheurs, de vouloir pousser des jeunes chercheurs à s'intéresser à cette histoire. Et c'est un des grands apports en fait de ces deux ouvrages et de ces deux colloques. Nous avons réussi dans ces deux colloques à réunir toute une équipe de jeunes chercheurs, alors qui n'ont pas malheureusement aujourd'hui de poste ou qui ont du mal à trouver des postes de maître de conférence, et nous savons tous dans notre métier que ce sont les postes de maître de conférence qui finissent par les consacrer et les installer professionnellement. Donc ils n'ont malheureusement pas encore obtenu ces postes, mais nous avons emmené, et là c'est la capacité de Pierre et d'Alia Aglan d'emmener des équipes, nous avons réussi à emmener une vingtaine de jeunes chercheurs pour qui c'était
le premier voyage à l'étranger, les premiers colloques à l'étranger, et ça c'était assez extraordinaire parce que nous avions une équipe entre guillemets d'anciens dont nous étions, mais il y en avait d'autres. Il y avait également Chantal Metzger, il y avait, alors attendez, je prends mes lunettes, il y avait Faisal Sherif, Mohamed Lazar Harbi, il y en avait d'autres qui étaient là, et puis toute une équipe de jeunes comme Guillaume Danglos, Marie-Anne Guest qui a travaillé sur les Juifs, qui a fait une thèse magnifique, il y avait Benjamin Badier et d'autres chercheurs qui étaient là, des chercheurs italiens qui ont participé à ce colloque, et on a vécu, indépendamment du problème du Covid, qui était un vrai problème, on a vécu vraiment des moments d'échange qui étaient tout à fait intéressants et très chaleureux. Et puis, le deuxième colloque à Toulon, donc, qui a eu lieu 2 ans plus tard, visait à célébrer, comme ça vous a été dit, le débarquement de Provence. C'était un colloque qui était plus court, mais très bien organisé, avec là aussi ce principe de la visite de terrain et de la participation du milieu militaire pour nous faire visiter ce qui est important sur ce territoire. Donc bien sûr, nous avons eu droit à la visite du Mont Faron, c'était tout à fait intéressant et exceptionnel. Et on a eu des équipes de chercheurs, comme par exemple Martin Mott, qui est venu nous faire une conférence tout à fait admirable. Et on a eu là aussi, dans ce deuxième colloque, des travaux extrêmement intéressants. Alors, Pierre le disait tout à l'heure, ces livres sont des livres vraiment très importants scientifiquement. Pourquoi le sont-ils ? Pas parce qu'ils nous ont réunis, soyons vraiment modestes, mais c'est parce que, en réalité, quand on a décidé de faire ces colloques, nous avions fait le constat qu'il n'existait pratiquement aucune bibliographie sur le sujet. Il n'y avait pas de travaux bibliographiques qui réunissent toute une série de chercheurs sur la Deuxième Guerre mondiale et sur le monde arabe. Et donc ces 2 livres ont posé en quelque sorte les jalons d'une première étape de recherche sur le monde arabe. Et deuxième élément que nous avons voulu faire, tu l'as dit Pierre tout à l'heure, nous avons parmi notre équipe de chercheurs, M. Chaibi, qui nous a fabriqué des cartes qui sont particulièrement belles, particulièrement précieuses, cartes en couleur. C'est toujours très difficile d'avoir des cartes en couleur dans les ouvrages, ça coûte très cher, et nous avons beaucoup de cartes qui sont vraiment tout à fait intéressantes dans ces 2 ouvrages. Donc, ce que l'on espère, naturellement, c'est qu'il y ait une suite après nous, qu'il y ait des jeunes chercheurs qui continuent ces travaux. Et nous avons fait aussi attention, parce que nous étions plusieurs générations. Moi, j'ai appartenu à une période où on faisait plutôt ce qu'on appelle l'histoire par le haut, c'est-à-dire l'histoire par les élites, avec une histoire qui est plutôt une histoire française du monde arabe, où moi, on m'a jamais demandé d'apprendre l'arabe. Aujourd'hui, quand on est jeune chercheur sur le monde arabe, il est quasiment impossible de travailler sur le monde arabe sans qu'on vous demande, voire que l'on exige d'apprendre l'arabe, ce qui rend l'entrée en recherche très difficile, très compliquée. Et donc, nous avions dans notre équipe des jeunes chercheurs qui sont arabisants, et certains autres qui parlent d'autres langues, le turc, etc. L'idée, c'est vraiment que ces 2 travaux, en fait, servent au passage de témoins, c'est-à-dire que nous ayons initié en fait un processus pour que, on espère, en fait, les jeunes chercheurs qui étaient avec nous soient un jour en capacité de poursuivre ce travail. En tous les cas, ça a été un moment très chaleureux, comme vous l'avez compris. Ça a été pour moi aussi, et là je vais vous dire quelque chose de très, très personnel, Pierre a dit c'était un sentiment d'un moment qui s'effiloche. Moi j'ai eu aussi ce sentiment très clairement. C'était la première fois que j'allais en Tunisie, c'était la première fois que j'allais à Tunis. On arrivait à un moment où le pouvoir politique tunisien était en train de se refermer. On sentait que la ville était un peu en élubition quand nous y sommes allés. Alors il y avait le Covid, mais il y avait aussi des circonstances politiques. Mais moi j'ai été aussi tout à fait frappée par l'urbanisme de la ville de Tunis, qui est en plein délabrement, qui s'abîme. Et on a pu discuter avec beaucoup de jeunes Tunisiens sur place qui nous disaient à quel point ils étaient aussi désespérés de voir la situation du pays qui se désagrège. Et voilà, donc on a été témoins de tout ça. On a le sentiment parfois, et moi c'est ce sentiment que je partage avec toi Pierre, qu'on appartient un petit peu à une génération de dinosaures. Je ne sais pas, monsieur le secrétaire perpétuel, si vous pensez ça, mais
une période où on pouvait faire des colloques, on avait encore des moyens pour faire des colloques. Aujourd'hui, ça devient très difficile d'organiser des colloques. Les moyens qui sont mis à notre disposition dans les universités sont de plus en plus minimes et réduits, et ça devient très compliqué, en fait, pour accompagner cette jeune génération vers un travail de recherche qui est un travail, comme vous l'avez compris, d'union des deux rives, avec la volonté de faire passer ce message qui est le message de l'académie, que entre la rive sud de la Méditerranée et la rive nord, nous avons des choses à échanger et nous avons des choses à nous dire. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ces deux communications très différentes sur le fond, mais qui parlaient d'un sujet... Alors, je profite de ce que j'ai le micro pour me donner la parole, et j'ai deux petites questions. Vous avez parlé plusieurs fois de la couverture de votre premier volume, et alors, vous dites que vous avez trouvé ça, mais j'ai toujours pas compris exactement de quoi il s'agit. Le Gabon, le 11 mai 43, Pantel, qu'est-ce que c'est que Pantel? À quoi correspond cette... Oui, c'est le cimetière américain, mais Pantel, c'est quoi? C'est le nom d'un soldat tombé au front? C'est quoi? Ah, le nom de l'opération. D'accord. Alors ensuite, il y a une chose qui m'étonne un peu, c'est que cette histoire des combattants d'Afrique du Nord dans la Seconde Guerre mondiale, j'ai le sentiment qu'elle a été, alors évidemment peut-être traitée uniquement par les Français, mais j'ai vu il y a pas mal d'années déjà des émissions de télévision dans lesquelles on rendait hommage aux soldats d'abord marocains, à la prise du Garigliano par les soldats du maréchal Juin, qui étaient essentiellement des gens d'Afrique du Nord, des Marocains ou des Algériens. Et il n'y a pas eu chez les Marocains et chez les Algériens un sentiment de fierté d'avoir participé simplement à un geste militaire magnifique et héroïque. C'est comme la dorsale tunisienne où ils se sont battus comme des lions. Alors, en Maroc, on peut dire que, d'une certaine manière, oui, sauf que vous savez, c'est la génération Oufkir. Et la génération Oufkir a posé un certain nombre de problèmes à la monarchie marocaine. Et donc, les officiers qui ont remplacé cette génération ont plutôt eu tendance à ne pas survaloriser cette histoire, pour des raisons qu'on peut comprendre. Le problème, si vous voulez, c'est que les jeunes combattants marocains et algériens et tunisiens à cette époque-là étaient tous des jeunes gens. Alors je ne parle pas des officiers, parce qu'il y avait des officiers marocains, donc ça je viens d'en parler. Les autres étaient pour la plupart analphabètes, c'était de très jeunes gens qui n'ont pas pu faire des carrières politiques, qui sont restés pour la plupart ouvriers ou paysans. D'ailleurs, les services sociaux de l'armée française qui sont encore présents au Maroc et en Algérie pour aller indemniser ou pour aller soigner les derniers survivants, mais il y en a encore quelques milliers dans chacun des deux pays, eh bien ces services sociaux, ils sont obligés de se rendre dans l'ensemble des contrées du Maroc et d'Algérie, y compris les plus pauvres et les plus lointaines des villes. Donc ce sont des paysans, ce sont des populations pauvres, ce sont des populations marginalisées dans le Maroc et l'Algérie moderne tels qu'ils se sont construits après l'indépendance. Donc ils n'ont pas eu accès à la parole, et la parole publique n'a pas voulu mettre en avant. Alors oui, au Maroc, on célèbre cette histoire comme... Mais en fait, on l'utilise en réalité, on instrumentalise cette histoire comme la preuve de la coopération franco-marocaine, son importance, et l'armée marocaine la met en avant. Mais ça ne concerne pas la société, ça ne concerne pas l'enseignement, ou de manière assez marginale. Il n'y a pas de film, par exemple, il y a quelques émissions télévisées lors des grands anniversaires, mais ça reste au fond assez marginal parce que c'est pas l'histoire de la société marocaine, c'est l'histoire d'une certaine jeunesse marocaine. Et aujourd'hui, ce qu'on célèbre au Maroc, en Algérie, ce soir, en Algérie, c'est les Moudjahidines, etc. Bon, c'est le pouvoir algérien, mais même au Maroc, ce qu'on célèbre, c'est l'Istiqlal, c'est-à-dire c'est la génération qui a pris le pouvoir après l'indépendance, et ces actes héroïques qui ont été ceux, comme vous le dites, notamment dans la campagne d'Italie, dirigée par Juin, de toute cette jeunesse, et c'est des prouesses notamment qui ont été faites au Garigliano. Oui, alors les Marocains en sont fiers, enfin les Marocains officiels en sont fiers, ils le mettent en avant.
Mais voilà, c'est toujours dans des moments très précis, très étroits, et il n'y a pas de profondeur dans la société. Et en Algérie, c'est plutôt honteux en réalité, parce qu'on a été les loyaux combattants et les valeureux combattants du colonisateur, alors qu'on essaie d'expliquer que ça n'était pas possible, puisque a posteriori, il y a eu finalement une espèce de manichéisation de l'histoire coloniale qui fait que les Algériens étaient totalement écrasés et dominés par le colonisateur européen. Donc ça choque, si vous voulez. Ça jure tellement par rapport à l'histoire officielle qu'on préfère au fond l'occulter et ne pas en parler. Je vais passer la parole au général Delors. J'ai encore une toute petite question. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a eu des combats entre nord-africains, arabes loyalistes à l'Italie et loyalistes à la France? Est-ce qu'il y a eu des combats qui opposaient les troupes arabes En Libye. En Libye, oui. En Libye, oui. En Libye, si vous voulez, les exilés, notamment de la confrérie Senoussi autour du roi, étaient partis en Égypte et au Tchad. Et dans la colonne qui remontait du Tchad, la colonne Leclerc, comme dans les armées britanniques arrivant d'Égypte, il y avait des Libyens. Des Libyens pro-britanniques ou pro-français. Et en face d'eux, vous aviez 60 000 combattants libyens pro-italiens et allemands. Donc oui, il y a eu des combats entre les Libyens, donc c'est encore plus difficile pour eux de l'assumer. Et d'ailleurs, on a eu deux personnes qui ont fait des contributions en nous parlant de la Libye. On a un Tunisien, parce qu'on nous dit on n'arrive pas à trouver un historien libyen, donc on a fait venir un Tunisien qui nous a parlé de cette question, très bien. Et la fois d'après, on a eu un jeune Français de l'université, alors un jeune Libyen, pardon, qui a fait sa thèse en France, qui s'appelle Abdel Nasser Hacheti, et qui déclare, alors qui est élu maître de conférence à Sirte. Alors pour vous dire qu'un maître de conférence à Sirte francophone en pleine guerre libyenne comme ça dans le cas en ce moment, il fallait quand même le trouver, on l'a trouvé. Et en fait, il était en mission politique. Et sa mission politique, c'était de nous dire que tous les Libyens avaient été des héros aux côtés des Britanniques et des Français. Donc il fallait occulter alors ça a été un peu compliqué de transformer son texte assez mal écrit et en même temps d'en changer le sens pour que ça ne joue pas trop avec l'histoire. Donc j'ai essayé de faire de la couture de haute voltige, si je puis dire. Alors là, votre titre est très beau, hein, le monde arabe dans la Deuxième Guerre mondiale. Alors je me demandais si de la mosaïque vous alliez passer à la fresque, c'est-à-dire partir de beaucoup plus loin, c'est-à-dire d'aller de Bagdad, Damas, Beyrouth, c'est-à-dire l'ensemble du monde arabe, avec ses courants un peu révolutionnaires, un peu nationalistes, soutenus par les Allemands, soutenus par les uns, les antagonismes et les tourbillons au Liban, en Palestine, le monde sioniste, etc. Parce que c'est ça aussi le monde arabe, plus évidemment la Libye dont vous venez de parler, c'est une fresque globale sur ce que qu'est le monde arabe, et avec peut-être une approche, mais là je pense que c'est peut-être dans votre projet, peut-être ça y est, je ne sais pas, mais une approche avec multi-entrée, un peu genre les annales, c'est-à-dire qu'il y a la partie humaine, il y a la partie économique, il y a la partie de la réflexion. Est-ce que dans votre colloque, vous imaginez un travail aussi vaste qui couvre justement, parce que vous avez raison, tout s'efface, mais certains disent que déjà les histoires de France au XVIIe siècle ont disparu, etc. Il faut remonter au siècle béni du XVIe pour être sûr qu'il reste quelque chose dans l'immeuble. Mais sur le monde arabe de la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que vous imaginez un travail large, à multi-entrées, pour vraiment présenter ce que ça a pu peser pour justement enraciner ce qui est la participation du monde arabe à la Deuxième Guerre mondiale? Très bien. Alors, je vais commencer par la fresque, parce que donc, la mosaïque est une vraie fresque qui fait à peu près la taille de ce mur. Et donc là, l'image que vous voyez, c'est juste une toute petite partie, mais ça célèbre en fait, donc c'est la mosaïque à la tunisienne, bien sûr, comme on peut en voir au musée du Bardo, et ça célèbre donc cette partie de la guerre, et en particulier l'opération de 42. Alors, en fait, le colloque, c'est toujours très compliqué à organiser un colloque universitaire, puisqu'on fait bien sûr un appel à la communication, on détermine un sujet, on fait un appel à la communication, et puis ensuite on voit quels sont les participants. Et c'est vrai que ça a été une des grandes particularités. Nous avions côté français
des jeunes gens, des jeunes chercheurs français investis dans de la recherche type universitaire, avec les arabisants, les non-arabisants, etc. Mais côté arabe, c'est vrai qu'on s'est heurté quand même assez souvent à soit des chercheurs comme Faisal Cherif qui étaient inscrits en fait dans ces thématiques déjà depuis 20 ans, qui avaient publié leurs thèses et qui avaient fait des travaux, soit d'autres personnes qui nous étaient envoyées par les institutions d'État. Et là, on sentait bien que ces institutions d'État n'étaient pas là pour écrire une histoire telle que nous, universitaires français, nous l'envisagions. Et on a vu pour beaucoup, il y avait, tu l'as dit, le Libyen, mais il y avait un Marocain, enfin voilà, on voyait bien que... Il y avait l'historiographe du roi avec son garde du corps à côté qui donnait des clés USB à tout le monde en disant mettez ça sur vos ordinateurs. Enfin, on sentait bien que l'ambiance était un peu bizarre. Hein, moi, je n'ai pas l'habitude de ces univers où les milieux universitaires sont au contact des milieux politico-militaires, hein, et pour pas dire les services. Et on voyait bien que là, il y avait une volonté de récupérer l'histoire que l'on allait faire pour... on ne savait pas trop quoi faire, hein, sans doute réécrire cette histoire, et nous avions l'obligation en fait de faire un travail scientifique. C'était ça notre démarche. Nous recevions de l'argent public français pour faire un travail scientifique. Donc c'est toute la difficulté, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nous, la seule chose que l'on sait faire, c'est passer un témoin à la jeune génération, c'est-à-dire d'arriver à suffisamment motiver nos étudiants pour qu'ils voient de l'intérêt à faire ce travail. Mais la difficulté de travailler sur le monde arabe, c'est que c'est un monde très éclaté dans la recherche, entre ceux spécialistes du Maghreb, ceux spécialistes du Mashrek, ceux qui travaillent sur l'Arabie Saoudite, et puis avec un éclatement aussi entre ceux qui travaillent sur la guerre, ceux qui travaillent sur la politique. Mais on aurait très bien pu, si on avait trouvé, intégrer un sujet sur la Ligue des États arabes. C'était parfaitement dans le cadre de notre étude, hein, cette création de 1945 qui s'est mise en place pendant les guerres. Mais on n'a pas eu de candidat sur la Ligue des États arabes. Donc on fait sans, et on fait en fait avec les moyens du bord, comme souvent. Alors, vous permettez que j'ajoute quelque chose? Oui. Je n'ai pas voulu le dire tout à l'heure dans le cœur de ma communication, mais pour vous dire que les difficultés de tous ordres ont jailli, c'est pas seulement à Tunis, c'est aussi à Toulon. Parce que figurez-vous qu'on est arrivé à Toulon et on a fait notre colloque à Toulon le jour des 80 ans du sabordage de la flotte. Alors on ne pouvait pas quand même faire comme si de rien n'était. Donc on s'est rendu, quand on a fait des visites préparatoires, on a été reçu à l'entrée de l'arsenal du port, on a été reçu, enfin de la base militaire, on a été reçu, vous le savez, dans ce musée, le musée de la marine à l'entrée, qui est un musée privé, me semble-t-il. Et donc la conservatrice, quand elle nous a vu arriver, elle a dit « c'est formidable, ça fait 20 ans que j'essaye de parler du sabordage de la flotte, mais ça n'a aucun succès. Donc là, on a peut-être enfin trouvé l'occasion de le faire, parce que Deuxième Guerre mondiale, Toulon, bon. » Alors, on avait prévu depuis le début donc de parler de cela le 3e jour, et d'aller, parce qu'on lui a dit au fond, on ne travaille pas sur ce sujet, il est très mystérieux, on n'en parle pas beaucoup. Et elle nous a dit, moi j'ai une conférence qui est prête, ça fait 20 ans que je travaille là-dessus, je peux vous en parler de A à Z, et je serai très contente parce que le milieu militaire de Toulon n'est pas très favorable à cette conférence, mais c'est la bonne occasion. Donc on a pris contact avec les autorités militaires, et les autorités militaires de Toulon, les plus hautes évidemment, ont été très polies, nous ont assuré le logement sur Toulon, dans un local plus ou moins rattaché à l'armée. Elles nous ont ouvert un local pour faire des conférences, donc le lieu était très bien. Mais au fond, et ça a été une surprise, à Toulon, il n'y a eu aucun militaire, aucun universitaire, aucun étudiant, aucune personne de la ville, de la municipalité. C'est-à-dire que c'est comme si on avait été, au fond, n'importe où dans le monde, partout sauf à Toulon. Il n'y avait aucun Toulonnais, d'aucune sorte. Bon. Donc ça a duré 3 jours. On avait demandé une visite du port, donc on nous a envoyé je pense un adjudant-chef pour nous faire visiter la base, qui était très mutique, qui n'avait pas grand-chose à dire, qui nous a fait circuler pendant 1 heure, donc on a bien compris que c'était pas très désiré. Et puis enfin, on a eu cette conférence dans le musée, où elle nous a présenté cet événement, qui est quand même un événement majeur de l'histoire de France. Elle nous l'a très bien présenté. Il n'y avait évidemment aucun représentant de l'armée, ni même un adjudant.
Et voilà, et puis on est reparti. Et donc, nous, on pensait bénéficier non pas d'une... On n'avait pas besoin d'une claque, et on n'avait pas besoin non plus d'honneur, mais on aurait bien aimé qu'il y ait un historien, ou en tout cas un officier, ou un sous-officier un peu intéressé par la chose. Mais je pense que... Alors, on s'est demandé si c'était le monde arabe au début, mais je pense que la vraie question, c'était le sabordage, voilà. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation et puis pour cette démarche tout à fait intéressante et spécifique que vous êtes en train de faire. Et vous vous présentez un peu comme des dinosaures par rapport à des démarches officielles. Et donc ma question, elle est très politique. Et d'abord, elle voulait savoir comment vous avez été accueillis par les gouvernements africains, maghrébins. Est-ce qu'on vous a encouragé ou pas? Et puis ensuite, moi, je suis un ancien militaire, donc je ne suis pas étonné de votre accueil à Toulon, mais est-ce que d'un point de vue, Vincennes et toutes les archives militaires vous ont été ouvertes, et il y a quand même des historiens militaires qui sont tout à fait indiqués, et très spécialisés, et qui auraient pu vraiment vous aider. Donc je suis quand même très étonné de savoir si vous ne rentrez pas finalement dans une démarche politique qui n'est pas celle que voudrait avoir le gouvernement, peut-être. Oui. Alors, on avait avec nous, parmi les invités, l'historiographe du royaume, qui est un cousin du roi du Maroc, qui était présent, donc c'est un personnage de rang royal, si vous voulez, hein, qui nous a fait 2 fois, enfin non, il n'est pas revenu à Toulon, je pense. Si, il est revenu à Toulon. En tout cas, non, à Toulon, il n'était pas. Il n'était pas parce qu'il nous a fait un discours politique. Il nous avait dit, on lui a dit, vous savez, les contributions, c'est 20 minutes. Bon, je pense qu'il a parlé 50 minutes. Bon, il n'en a pas voulu. Il nous a fait l'histoire comparée de la France et du Maroc, pour nous expliquer au fond que le millénaire capétien, c'était pas grand-chose par rapport à la monarchie marocaine, qui était beaucoup plus ancienne. Enfin, ça fait partie des choses qu'il a dites. Donc un discours très politique qui n'était pas du tout, qui ne concernait pas notre affaire. Ensuite, il nous a envoyé une contribution gigantesque de 45 pages. On lui a dit, vous savez, en moyenne, on a des contributions d'une dizaine de pages. Donc, devant tant de résistance, il a renoncé à publier dans nos pages. Mais enfin, on avait une petite carte postale du Palais Royal. L'Algérie, évidemment, nous a quand même prêté, entre guillemets, un historien, et je dirais que c'est le seul historien qui s'appelle Amar Mandamar, qui est un historien algérien qui travaille au CRASC, c'est-à-dire le centre de recherche d'Oran. Enfin, ils sont 2 en réalité. Il y a 2 historiens en Algérie qui font l'interface avec la recherche française. Je ne parle pas ceux de la commission Stora-Frémo, hein, qui sont évidemment dans des cercles plus officiels, mais pour nous, qui sommes dans l'université, dans la recherche française, au niveau normal, institutionnel de l'université, on a 2 contacts. Et donc un des 2 est venu, il nous a fait une très bonne conférence politique sur l'effet de la Deuxième Guerre mondiale sur le personnel politique algérien. Côté tunisien, évidemment, c'était un peu différent parce qu'on était chez eux. Donc, il y avait, comme toujours à l'université, il y avait une guerre entre universitaires tunisiens. Donc certains, clairement, nous tiraient le tapis sous les pieds. Et d'autres, notamment le directeur des archives et nos amis de la Manouba, ont réussi à imposer, non sans mal. En plus, il y avait le problème du Covid. Donc il y avait toujours... Le prétexte du Covid, en fait, aurait été très pratique pour interdire ce colloque. Finalement, il a eu lieu. Et une fois qu'il a eu lieu, on a été très bien reçus. On a été très bien reçus, et notamment on a une visite du musée militaire de Tunis par l'officier qui est chargé de l'histoire, qui est chargé de... Oui, enfin, c'est l'officier qui est le directeur de ce musée et qui joue un rôle important dans l'écriture de l'histoire de l'armée et de l'histoire militaire tunisienne. Donc ce capitaine... Enfin, maintenant, il est plus que capitaine, mais à l'époque, il était capitaine. Il nous a très bien reçus. Il nous a fait une visite passionnante de ce musée d'histoire militaire. Le pendant, alors évidemment, Alger, je n'en parle pas, le pendant de cet officier, le capitaine Chami, à Tunis, à Rabat, ça s'appelle la direction de l'histoire militaire, la DHM. Il faut savoir que ça fait des années et des années
que la DHM était en contact avec nous pour faire ce colloque sur la Deuxième Guerre mondiale, parce que justement, ils voulaient, comme vous l'avez dit, mon général, qu'on mette en avant cette histoire commune. Sauf que ça ne nous a pas échappé qu'on était en pleine crise franco-marocaine durant ces années. Et donc c'est pour ça qu'ils se sont désengagés, ça serait très différent aujourd'hui. Ils se sont désengagés et ils nous ont envoyé finalement quelqu'un d'encore plus haut, puisque c'est l'historiographe du roi, mais c'était sur un autre plan que celui de la recherche historique, disons. Voilà. Donc, quant aux Libanais, vu l'état du Liban à cette époque-là, ils nous ont envoyé 2 amis très sympathiques, qui étaient très contents de sortir du Liban, et qui sont des professeurs de l'université Saint-Joseph. Voilà, il n'y a pas de choses politiques à dire de ce point de vue-là, c'était normal. Alors, vous avez posé la question aussi des archives. On est sur la question en fait des sujets qui nous intéressent. Nous, universitaires, notre souci, c'est d'aller ouvrir des archives et de mettre au jour en fait ce que l'on trouve dans ces archives. Mais ce que l'on constate ces dernières années, à peu près dans tous les secteurs d'activité qui sont les nôtres en histoire du Maghreb, du monde arabe et au-delà, c'est qu'il se passe beaucoup de choses sur les archives, y compris en France, avec ces dernières années, et en particulier depuis la présidence d'Emmanuel Macron, une prise en main en fait, du pouvoir politique sur les archives, avec des ouvertures de commissions politiques, qui sont enfin, des commissions d'historiens, mais dont le fond est assez politique, et qui font qu'on crée des commissions avec, pour le grand public, pour l'opinion publique, on dit que c'est une commission d'historiens, mais sur le fond, c'est pas tout à fait sûr que ça soit si historien que ça. Alors ça, c'est le problème côté français, et côté français, ça commence à poser des problèmes, à tel point que dans les années où nous étions à Tunis, il y avait une révision de l'accès aux archives qui était en train de cheminer, donc auprès d'un organisme qui s'appelle le SGDSN, qui est chargé de superviser la question des accès aux archives. Et on a eu des très grandes polémiques dans les milieux historiens. On a beaucoup de polémiques, c'est assez régulier, mais en tous les cas, une très grande polémique qui était en train de retoiletter les accès aux archives pour finalement interdire l'accès aux archives de la guerre d'Indochine, de la guerre d'Algérie et donc aussi de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, on se trouvait, nous, historiens, dans une situation un petit peu particulière. Des historiens qui avaient publié des livres dans les années 2000, qui avaient cité dans leurs notes de bas de page des archives, et tout d'un coup, on leur disait « Ah ben non, vous êtes hors du droit, hors de la loi, parce que vous ne pouvez pas avoir accès à ces archives, parce que ces archives n'ont pas été estampillées, libérées du secret. » Et ça, c'est un problème qui se voit en France. Alors en France, on est encore aujourd'hui dans un système parfaitement démocratique, et donc même si c'est long, même si ça crée des tensions avec les milieux des historiens, on a encore possibilité de discuter. Mais dans les autres pays avec lesquels on a communiqué, c'est justement le problème, c'est qu'ils ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Et vous disiez que nous sommes peut-être des dinosaures, c'est peut-être effectivement le cas, c'est peut-être trop tôt pour nous en rendre compte, mais on voit bien qu'aujourd'hui, dans l'ensemble des pays, en tous les cas des sujets sur lesquels on travaille, on voit bien que les pouvoirs politiques et les pouvoirs militaires qui sont associés aux pouvoirs politiques ont peur de ce que nous pourrions trouver dans les archives. Et ça, c'est la vraie difficulté aujourd'hui. Donc, nous formons nos étudiants avec l'idée que tout ça, c'est très ouvert, que, en fait, l'histoire appartient à la société et appartient pas à un petit groupe d'individus, que tout le monde peut accéder à son histoire. Et au fond, cette position qui est celle dans laquelle moi j'ai grandi, dans laquelle nous avons grandi, toute la génération après 45 et jusque dans les années 2000, il y a quelque chose qui est en train de se passer, y compris en France. Voilà. Alors c'est déjà bien refermé dans le monde arabe, c'est bien refermé aussi dans d'autres pays. Je pense que, vu la situation actuelle, on va assister à encore d'autres transformations qui ne vont pas, je ne suis pas très optimiste, qui ne vont pas dans le bon sens, avec à la fois quelque chose de très paradoxal, une ouverture par le biais du numérique, où finalement on peut tout savoir sur tout le monde par le biais du numérique, mais on n'a que l'écume des choses, en fait la surface, mais que la réalité des choses est dans les archives et que ces archives se verrouillent de plus en plus par les pouvoirs politiques. Donc voilà, je pense que, en fait, dans le travail que nous avons fait, sans peut-être nous en rendre compte de façon très claire, on a assisté en fait à ces débuts de verrouillage. Et ça, c'est plus gênant et plus inquiétant pour l'avenir.
Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, alors ne comparons quand même pas ce qui se passe dans le monde arabe et en France. Le seul endroit aujourd'hui où des archives publiques sont assez accessibles dans le monde arabe, c'est la Tunisie. Hein. Tous les autres pays, à commencer par l'Égypte, le Liban, n'ont pas d'archives accessibles. Voilà. L'Algérie, c'est très compliqué. Le Maroc, les vraies archives ne sont pas les royales, donc ne sont pas très facilement accessibles, etc. Un mot pour la réception par l'institution militaire, puisque vous en avez parlé. Moi, je pensais un peu naïvement que ce livre, qui fait quand même une place importante à l'Empire français et donc à l'action de l'armée française, je pensais naïvement que ça pourrait intéresser, vous voyez, pour des conférences. Alors, pas une conférence, là on vous a fait quelque chose d'assez généraliste, on n'est pas rentré dans le livre, mais on aurait pu rentrer dans le livre, notamment sur certaines thématiques, militaires françaises par exemple. Je pensais naïvement que ça aurait pu intéresser éventuellement Saint-Cyr, éventuellement l'école de guerre, éventuellement le SHD. Et malgré nos propositions, et c'est pour ça que je suis extrêmement reconnaissant de votre accueil, parce que jusque-là, on avait fait 1 ou 2 présentations dans le milieu universitaire, mais dans le milieu, je dirais, un peu officiel et a fortiori militaire, on n'avait rien eu. Et donc, bon, vous me direz, c'est pas des institutions qui ont autre chose à faire, et le livre, on peut très bien aller l'acheter si ça nous intéresse. Mais voilà, s'il n'y a pas eu vraiment d'interaction. Alors, les archives du SHD sont ouvertes, hein, sur ces questions-là, je ne pense pas qu'il y ait de problème particulier. Mais en tout cas, la coopération n'est pas... Bon, il faut être tout à fait honnête, c'est en même temps, la direction, comment ça s'appelle maintenant, ça change de nom tout le temps, la DMCA. Il faut dire très honnêtement que la DMCA, ex-DPMA, a largement financé ce travail et ne nous a pas nullement embêtés. On leur a envoyé le livre pour prouver qu'on n'avait pas une subvention qui avait été donnée pour rien. Donc voilà, ils ont financé. Mais justement, je pensais que comme ils avaient financé, que ça démontrait leur intérêt et que derrière il y aurait une suite. Mais en réalité, non. Bon, voilà. Donc je les remercie vivement du financement, mais on en est resté là. Bon, alors, mais cela dit, on s'occupe de la suite. Merci infiniment. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle? Bruno Delmas. Oui, on a parlé beaucoup des archives, alors je voudrais quand même un peu nuancer les choses. Concernant la France, il n'y a pas de réticence. Il y a une ouverture considérable qui est faite, et je peux vous prendre comme exemple l'enquête qui avait été faite. Il y avait un accord avec l'Algérie pour essayer de retrouver les disparus, de quel bord qu'ils soient. Il y a eu une grande enquête qui a été faite en France, à travers toutes les institutions, et un ouvrage important, il y a eu un colloque, vous l'avez sans doute suivi, et il y a un ouvrage qui a été publié, etc. De cet accord, il était prévu que les Algériens, de leur côté, feraient la même chose. Ils n'ont pas commencé l'ombre d'un début. Bien sûr. Voilà. Donc, on ne peut pas comparer les choses. Bon. Alors, je voulais quand même dire cela. Maintenant, s'il y a un certain nombre de nuances, c'est que ouverture des archives, il y a la loi sur les archives qui s'applique aussi à ces archives, mais il y a des cas particuliers dont on est obligé de tenir compte, comme par exemple les harkis. Il y a des archives concernant les harkis, il y a des harkis qui ont des descendants en Algérie, etc. Et il ne s'agit pas que l'ouverture des archives, qui se fait au bout de maintenant 25 ans, puisse gêner d'une façon directe ou indirecte ces personnes et ces descendants, parce qu'on sait que, encore aujourd'hui, les harkis sont voués aux gémonies, etc. Donc il faut être extrêmement prudent. Mais les seules réticences que l'on voit, c'est pour la protection des personnes. Ce n'est pas pour des raisons politiques ou autres. Voilà. Donc je voulais quand même apporter ces précisions. Oui, alors vous voulez peut-être dire quelque chose? Oui, voilà. Et pour le reste, effectivement, la Tunisie, ils ont fait des choses, il y a un bâtiment moderne, etc. Et donc ça fonctionne à peu près. Et des archivistes surtout. Oui, oui. Il y a un bâtiment moderne sur les archivistes. Oui, mais certains sont mes anciens élèves. Ah, bon, voilà. Oui. On est d'accord, hein, Monsieur Delmas, les archives en France sont ouvertes quand on compare à ce qui se passe ailleurs, ça, complètement d'accord. Mais il y a eu à un moment une renégociation sur les archives qui a donné lieu à beaucoup de débats. L'autre élément peut-être qui fait distorsion en fait dans le milieu universitaire,
c'est que les archives que nous avons surtout à Paris, au niveau national, sont les archives du pouvoir. Et ces archives du pouvoir donnent lieu en fait à ce qu'on appelle, nous en histoire, l'histoire par le haut, c'est-à-dire l'histoire faite par les élites, pensée par les élites, écrite par les élites. Or, dans les universités en France, déjà depuis quelques années, les étudiants sont incités à travailler sur l'histoire par le bas. Donc ça crée une véritable distorsion. Comment faire une histoire par le bas quand en réalité les archives sont les archives par le haut. Donc ça fait partie aussi des choses qu'il faut arriver à aménager, à organiser. Et c'était pour ça que nous voulions en fait faire ce croisement entre le monde arabe, et en particulier le Maghreb, et la France. Et on s'aperçoit que ce n'est pas si simple que ça, parce que les pratiques ne sont pas les mêmes. Non, sinon, je pense que vous n'êtes pas sans savoir l'affaire qu'il y a eu il y a quelques années avec une conseillère d'État qui a pris des dispositions sur l'accès aux archives. Je pense que ça renvoyait très clairement à la question du nucléaire en Algérie et à la question du Rwanda. Et ça a un peu pollué l'ensemble de l'accès aux archives pour nous, mais ça n'a été que temporaire, si j'ai bien compris, et maintenant on a retrouvé notre liberté d'action. Mais c'est vrai qu'il y a, comme vous le dites très bien, il y a des sujets évidemment particulièrement sensibles. Vous en avez cité un, il y en a d'autres, mais oui, on en est conscient, bien sûr. Mais entre ça et l'interdiction générale d'accès aux archives qu'on observe actuellement en Égypte, par exemple, moi je voulais un étudiant qui voulait travailler sur la guerre du Mahdi en Égypte à la fin du 19e siècle, et on lui a dit les archives sont fermées, revenez dans 3 ans. Il est revenu dans 3 ans parce qu'il est patient, et on lui a dit revenez dans 3 ans. Donc là, si vous voulez, on est dans un autre monde. Oui, non, parce que moi, je vois, par exemple, en Algérie, j'ai eu communication, mais sans de dossiers aux archives de Constantine, il y a de cela quelques années. Hein. Donc, oui, le plus compliqué en Algérie, c'est les archives nationales à Alger, puisqu'il y a les archives de l'ALN et du FLN qui sont soumises à une restriction extrême. En revanche, les archives, par exemple, des anciennes mairies ou des départements français à Constantine ou à Oran, et même à Alger d'ailleurs, les archives, elles sont accessibles, elles sont dotées de fonctionnaires avec des moyens, des photocopies, enfin, il y a donc en Algérie, il y a des choses ouvertes, incontestablement, mais évidemment, tout ce qui concerne le cœur de l'État militaire, là, c'est comme au Maroc, hein, les archives militaires sont inaccessibles. On peut le comprendre, après tout. Merci. Avant de conclure... Ah, Monsieur Fada ? Alors, attendez, une seconde. Monsieur Barjot voudrait prendre la parole. À son tour, notre perpétuel. Oui, je m'excuse auprès de Denis Fada. En fait, j'avais 3 questions en vous écoutant. La première concernait pourquoi le choix de la Tunisie. Je crois que vous avez donné une piste pour y répondre, en dehors de l'effet d'opportunité, le fait que vous ayez été présent à l'Institut Tunis. Donc ça, je considère que vous avez... La crise franco-marocaine, oui. Voilà. Deuxième question que je me suis posée, est-ce qu'au fond, votre pessimisme est lié à l'absence de jeunes historiens susceptibles de sortir des universités de ces pays, ou est-ce que c'est l'exode des cerveaux qui pourrait être la menace et conduirait à ce que les meilleurs d'entre eux viennent faire en fait leur histoire chez nous? Ça, c'est ma deuxième question. Et puis alors j'en ai une troisième. Vous nous avez présenté très brillamment les deux ouvrages. Je vous ai trouvé un peu modeste quant à l'impact de ces ouvrages, et j'aurais aimé avoir une idée peut-être plus précise de l'impact de la guerre en fait sur les processus de colonisation. Est-ce qu'on est en mesure, à partir de l'échantillon de chercheurs que vous avez réunis, d'esquisser des modèles de passage à la colonisation qui auraient été en partie engendrés par la guerre? Décolonisation. Processus de décolonisation. Oui, alors sur ce second point, monsieur le secrétaire perpétuel, il est évident que sur les 50 ou 60 communications qui sont présentes dans ces 2 livres,
il y en a au moins un tiers qui sont consacrés au processus politique mis en place ou déclenchés par la guerre et qui tous vont dans le même sens. C'est-à-dire, on a une radicalisation, si vous voulez, des colonisés, face à la situation internationale. Au fond, en 1940, les Algériens et les Marocains auraient pu prendre le pouvoir chez eux pratiquement. Ils auraient pu entrer dans un processus. Ils ont été parfaitement loyaux. Il n'y a eu aucune révolte. Bon, donc ça c'est quelque chose, comme je le disais tout à l'heure, qui est difficile à expliquer aux jeunes générations actuelles, hein, parce qu'on leur dit la France a disparu, elle s'est effondrée, l'armée française est captive en Allemagne, le Maghreb il n'y a plus que des personnes âgées et des anciens combattants de 14-18, et il y a 100 ou 150 000 hommes en armes qui sont à 90% des Nord-Africains et rien n'a bougé. Bon. Donc voilà. Mais au-delà de ça, les chefs politiques, alors c'est vrai que le travail avait été fait en 1937, 1938, 1939, tous les chefs politiques maghrébins d'importance avaient été mis au secret ou exilés, soit au Gabon, soit en Afrique centrale, soit dans le sud tunisien, puisque les chefs nationalistes tunisiens, ils ont été libérés par les Italiens en 1942. Mais vu le contexte, Mussolini et Bourguiba et Ben Youssef et les autres ont compris qu'il fallait surtout pas tomber dans le piège. Ils sont allés rencontrer Benito Mussolini, qui évidemment les invitait à les rallier. Ils ne sont pas tombés dans ce piège, à part quelques exceptions. Mais à part ça, si vous voulez, au sortir de la guerre, les deux superpuissances soviétiques et américaines sont anticolonialistes. Elles ont fait signer, les Américains ont fait signer la Charte de l'Atlantique en 1941. Ils ont créé l'ONU qui est volontairement anticolonialiste. D'ailleurs, les Anglais vont lâcher l'Inde en 1947, 2 ans après. Donc on a changé d'époque. Et là, c'est vrai qu'il y a le raidissement du personnel politique et militaire français qui se dit, au fond, on est un pays extrêmement fragile, on est très endetté, la France est en grande partie détruite, on a une population très âgée, hein, c'était le début du baby-boom, mais bon, c'était vraiment le début. Et donc, au fond, notre seule chance de rester une grande puissance et de mériter notre siège au Conseil de sécurité permanent de l'ONU, c'est de garder l'Empire. Et c'est ce qui fait que les Français ont fait 17 ans de guerre coloniale à partir de 1945, qui évidemment, avec le long terme, n'ont pas été très positives, mais il faut se mettre bien dans la compréhension de l'esprit des dirigeants français de l'époque. À l'inverse, les chefs politiques d'Afrique du Nord, comme ceux d'ailleurs de Syrie et du Liban, ils se sont dit, ça y est, c'est fini, on a tourné la page, l'époque est nouvelle, et là, ils se sont heurtés à un mur. Alors, les Anglais ont aidé les Français à quitter le Liban et la Syrie, pour le dire poliment, mais au Maghreb, on connaît la suite de l'histoire. Ça a été beaucoup plus compliqué. Voilà. Sur le deuxième plan, votre première question sur la fuite des élites. Non, je crois que... Alors, c'est vrai que je vois à la Sorbonne qu'on a incontestablement des étudiants algériens, notamment, qui viennent faire des études d'histoire et des thèses d'histoire. J'ai l'impression parfois que les Algériens sont un peuple d'historiens. Évidemment, j'ai une vision un peu déformée, mais notamment dans le milieu kabyle, le milieu intellectuel franco-kabyle, mais algérien aussi kabyle, pas seulement franco. Il y a une trace de cette passion pour l'histoire. Alors peut-être que l'identité algérienne, elle est très compliquée, l'identité kabyle encore plus. Et il y a vraiment un milieu intellectuel où il y a une passion de l'histoire. Et on a l'impression que pour eux, faire une thèse d'histoire à la Sorbonne, c'est vraiment l'accomplissement de leur vie. Alors ça, au Maroc, ça n'existe pas. C'est quelque chose, autant faire HEC, Polytechnique, passer l'internat de médecine de Paris, ça a du sens. Mais faire une thèse d'histoire, très honnêtement, la monarchie s'en charge d'écrire l'histoire. Et quant aux Tunisiens, c'est une question économique. Ils savent très bien que c'est pas en faisant de l'histoire qu'ils vont pouvoir gagner leur vie non plus. Donc il y a un très grand désintérêt. Alors, ça, c'est une chose. Donc vous parliez à la limite d'exil des cerveaux de certains Algériens, y compris de milieux bien nés et bien nantis qui viennent faire des thèses d'histoire, ça c'est incontestable à Paris. Mais ce dont je parlais et mon pessimisme, c'était plus lié à l'attitude des États et des gouvernants qui, à mon avis, ont hérité de tout cet appareil juridique, administratif, universitaire français, parce qu'au fond tout a été reproduit à l'identique et s'est développé dans les années 60-70. Et aujourd'hui, ils se disent, j'ai l'impression, ça nous sert à quoi tout ça? Est-ce que c'est pas notre tradition? Ça vient de l'extérieur, on n'en a pas besoin. Et donc, quand on regarde le devenir des universités, des départements d'histoire dans les 3 pays du Maghreb, on se dit, ça va tenir combien de temps? Voilà, c'est ça que je disais.
Or, dans les facultés privées qui se développent, non pas en Algérie, mais au Maroc, en Tunisie, on ne fait pas d'histoire. On fait de la géopolitique. Beaucoup plus intéressant. Et je complète juste ce dernier point pour rappeler aussi, mais vous le savez, monsieur le secrétaire perpétuel, que nous dirigeons tous les deux la Société française d'histoire d'outre-mer, hein, qui est une association savante parente. Et cette association qui est plus que centenaire, en fait, nous avons vu, en fait, ces dernières années, à quel point les Africains, les Maghrébins ont disparu. En fait, ils faisaient partie de notre association autrefois. Il y avait notamment beaucoup d'Africains. Il y a eu une école historique africaine qui travaillait sur la colonisation. Et aujourd'hui, nous n'avons plus. Donc, pour être dans l'association, il faut être sociétaire. Donc, c'est un petit écho qui est demandé. Et en plus, on a un tarif spécial Afrique qui est absolument ridicule. Mais en fait, les Africains, Pierre le dit très souvent, ils n'ont pas l'argent pour participer à notre association. Donc on les a perdus. On a perdu en fait tout ce contact avec l'Afrique. Et c'est l'Afrique dans sa globalité. C'est Afrique du Nord et Afrique noire. Pour mesurer en termes monétaires ce que je suis en train de dire, un maître de conférence en Algérie, il commence sa carrière à 250 € par mois. Faire une thèse d'histoire pour être payé 250 € par mois, vous ne pouvez pas vous loger à Alger, même pour une pièce à ce prix-là. Voilà. Les historiens marocains et tunisiens sont beaucoup mieux payés, surtout les Tunisiens, paradoxalement. Du coup, ils suppriment tous les postes d'histoire, comme ça leur coûtera moins cher. L'État tunisien n'est pas un État qui a une mauvaise politique, mais il est désargenté. Quant à l'État marocain, encore une fois, l'histoire, ils la font eux-mêmes. Le pouvoir l'a fait. Merci. Mais je crois que... Ah, pardon, Denis Fada. Chers amis, vous avez monté deux colloques. Deux colloques fort importants, surtout le premier. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas tellement envie de continuer et que vous souhaitez passer le témoin à ceux qui vont le prendre. Pourtant, il me semble qu'un troisième colloque serait nécessaire. Il me semble que vous n'avez pas pu tout couvrir au cours de ces deux colloques, loin de là, et qu'un troisième serait nécessaire. Donc, je vous demande d'y réfléchir. À vrai dire, on s'était donné rendez-vous pour l'après-guerre, parce que vous savez, aujourd'hui, il y a une thématique sur les sorties de guerre. Parce qu'on se rend compte que la Deuxième Guerre mondiale ne s'arrête pas le 8 mai 1945. Elle continue son œuvre. Voilà. Donc la thématique des sorties de guerre est très à la mode. Jusqu'en 1954. Voilà. Bon, elle est très à la mode en Europe, en Occident. Donc on s'était dit, on fera un troisième colloque sur la sortie de guerre dans le monde arabe, qui est évidemment passionnante et très importante. Mais il se trouve qu'entre-temps, il y a eu des événements politiques au Moyen-Orient, qui ont rendu, en Ukraine et ailleurs, qui ont rendu les choses difficiles, notamment nos amis. Bon, il y a eu la crise franco-marocaine dont on est sorti, mais qui a été immédiatement remplacée par une crise franco-algérienne. La Tunisie est dans une situation politique de plus en plus complexe, et nos amis libanais sont écrasés par la guerre eux aussi. Donc c'est possible que ça se fasse. Les Libanais s'étaient proposés, mais on ne peut pas aller au Liban, ni maintenant, ni il y a 2 ans, etc. Donc si ça peut se faire, on le fera. On en est conscient, on le voudrait, mais c'est pas si simple que ça. Et pour terminer peut-être sur une note positive, Monsieur Fada, on est peut-être un peu désabusé par rapport à notre jeune génération où ça nous semblait très facile, mais en fait en France nous avons quand même cette chance, Monsieur Delmas le disait tout à l'heure, on a beaucoup d'archives, donc on a quand même un boulevard pour faire de la recherche et voilà. Après nous sommes en fait dans une chaîne, nous avons eu des professeurs qui nous ont passé le témoin, notre rôle c'est de passer le témoin à la jeune génération. On observe que c'est plus difficile, mais ça n'est pas impossible. Et en France, on peut quand même encore le faire, et donc on essaye de le faire, y compris à l'université, y compris par le biais d'associations savantes, comme la Société française d'histoire d'outre-mer ou l'Académie des sciences d'outre-mer. Voilà, donc non, il y a encore des choses à faire, et on a des étudiants encore très motivés. Merci.
Merci. Cette fois-ci, je crois qu'on peut conclure. En tout cas, je suis, moi, fasciné par le prochain colloque que vous allez tout de même organiser sur les sorties de guerre, parce qu'il me semble que c'est d'une actualité absolument extraordinaire. Que faire après une guerre? Voilà. Merci beaucoup.